Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts de Magie Blanche et compagnie sur les haïkus, l'art de la poésie à la japonaise. Nous avons tenu un atelier le samedi 20 juin 2026 sur les haïkus au cabinet de Magie Blanche et compagnie à Castres. C'était d'ailleurs le dernier atelier de la saison. Et le planning des ateliers pour la saison 2026-2027 apparaîtra courant de l'été et débutera dès le mois de septembre. Alors pourquoi les haïkus ? Tout d'abord parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je partage et j'écris moi-même des haïkus que vous pouvez retrouver sur mon compte Threads Magie Blanche et compagnie. Et puis c'était une belle façon de clôturer la saison. Nous avions en effet commencé en septembre 2025 avec un atelier sur la divination dans le thé vert matcha, dans une ambiance déjà évidemment très japonisante, avec des mochis fabriqués au Japon, de la pâte de haricots rouges fabriquée au Japon, des préparations à base de matcha venant du Japon, et puis de l'encens, des coupelles, des baguettes, des tissus, des serviettes, toutes fabriquées au Japon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces trésors dans différentes boutiques, notamment à Lyon, les Halles du Japon, quartier de la Guillotière, le magnifique magasin Mogu, dans la continuité de la place Bellecour en centre-ville de Lyon, dans la continuité de la place Saint-Antoine-Poncet, et puis le magasin-restaurant Wabento, rue Pointe-Cadet à Saint-Étienne. Konnichiwa. Alors les haïkus, finalement, pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que c'est ? Pour d'autres, c'est inaccessible, et pour quelques-uns, c'est très figé, on doit se contraindre à des normes très rigoureuses. En réalité, les haïkus s'inscrivent dans une longue tradition d'art et de poésie au Japon. Les haïkus sont eux-mêmes l'évolution de formes de poésie précédentes, et tout au long des centaines d'années qui retracent le chemin des haïkus, il y a eu de nombreuses évolutions sous l'influence d'un certain nombre de poètes, notamment Basho, Puzon, Issa et Shiki, les 4 grands maîtres vraiment reconnus des haïkus japonais. Alors justement, pour bien comprendre le chemin des haïkus et les haïkus en eux-mêmes, il est nécessaire de remonter assez loin au Japon, l'an 700. Donc c'est très très loin dans notre histoire. Et d'ores et déjà, la culture japonaise avait le raffinement de consacrer beaucoup d'attention au poème et à la poésie. Toutes les personnes de la cour, autour de l'empereur, de l'impératrice, les princes, les princesses, les dames, les moines, les courtisans et les courtisanes se devaient d'écrire des poèmes, de communiquer par poème et d'écrire des poèmes en un très court instant. Alors c'était pas tellement les poèmes de Baudelaire ou de Verlaine ou d'Hugo, c'était donc déjà des poèmes courts qui portaient notamment le nom de tanka, T-A-N-K-A, qui veut justement dire poème court. Haïku est une forme de néologisme japonais qui apparaîtra plus tard, on va le découvrir dans quelques instants. Vous pourrez rencontrer le terme de waka, W-A-K-A, qui plus précisément veut dire poème japonais. En l'an 900, en l'an 800, donc, d'ores et déjà, on portait beaucoup d'attention au Japon à ces poèmes et ces poésies, et des fonctionnaires avaient pour charge de recueillir les poèmes écrits par les uns et par les autres, et d'en faire justement des recueils. C'est le cas d'un personnage qui s'appelle Fujiwara no Teika, qui a vécu aux alentours de 1100-1200, qui a vraiment porté cette mission de recueillir des poésies et d'en faire différents volumes. Alors il a participé à l'élaboration de nombreux d'entre eux avec plusieurs éditions, mais notamment un en particulier qui s'appelle le Yakunin Ishu, et je vous prie bien sûr de m'excuser pour l'erreur de prononciation, qui correspond en fait à 100 poèmes du Japon ancien, 100 poèmes pour 100 poètes. On retrouve d'ailleurs à l'intérieur un vers de Ono Komachi, la grande poétesse japonaise, un peu légendaire, bon, j'ai pas vécu à cette époque moi-même, et puis des poésies justement d'empereurs, d'impératrices qui ont réellement vécu, et comme nous l'évoquions tout à l'heure, de moines, de nonnes. Et ce sont tous des tankas, donc la forme poétique de l'époque et antérieure au haïku, qui sont déjà des poèmes courts, qui contiennent en fait un premier verset composé de 3 vers, le premier 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes, le troisième 5 syllabes, qui donnera naissance par la suite au haïku, notamment sous l'influence de Basho, et puis 2 vers ensuite, le tout devant contenir 31 syllabes, et donc les 3 premiers qui correspondent donc au haïku sont là pour poser le décor, dire un petit peu ce qui se passe, que ce soit une situation de l'environnement naturel, ou que ce soit une situation humaine, et les 2 derniers vers vont donner un petit peu la profondeur au poème. Donc les tankas sont très intéressants, je vous encourage vraiment à y porter de l'attention. Alors, il y a ce livre, le Yakunin Ishu, où vous trouverez d'ailleurs une remarquable édition, avec des estampes réalisé par Hiroshige, Kuniyoshi et Kunisada dans l'édition Nui Nui. Arigato. Mais vous pouvez également vous intéresser à un autre ouvrage écrit par une poétesse japonaise qui s'appelle Izumi Shikibu. Alors précisément, c'était une dame de cour
Izumi Shikibu, c'était son nom de scène. Et donc, vous pouvez trouver son ouvrage qui s'appelle Poème de cour. Alors, ce n'est pas elle qui l'a publié. Elle a vécu en l'an 900. Donc, bien sûr, on n'écrivait pas encore forcément des livres qu'on pouvait acheter dans les magasins ou sur les réseaux. Mais vous pourrez trouver la compilation à l'édition Orphée, la différence. On retrouve à l'intérieur de ce livre beaucoup de poèmes qu'elle a écrits au cours de ses très nombreux échanges avec beaucoup de courtisans, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour partager voilà, quelle était sa passion des sentiments lorsqu'elle avait apprécié quelqu'un, lorsqu'elle ne l'avait pas apprécié, si elle était impatiente de le retrouver, quelles étaient ses réponses. C'est d'une profondeur absolument remarquable. Pour la majorité, ce sont des tankas, mais pas tous. Et donc, vous découvrirez que la poésie japonaise avait déjà commencé bien avant les haïkus, et que les haïkus ne sont pas arrivés par hasard, comme ça, par magie. Les Japonais ne se sont pas dit à un moment donné, bah, tiens, on va réaliser en un très court poème la quintessence de notre art, et on va bouleverser le monde avec. Non, c'est apparu petit à petit, sous l'inspiration de différentes personnes, et cela n'enlève en rien l'intérêt de poèmes, en tout cas un tout petit peu plus longs, que sont les tankas, ou des formes de poèmes, bien sûr, plus longs que nous connaissons en Angleterre, en France et dans bien d'autres pays. Alors qu'est-ce qui se passe donc je viens de parler de ces siècles que sont l'an 700, 800, 900, 1000, 1100. Bon, on arrive jusqu'au, en gros, 15e siècle, et cette forme de poésie qui était réservée à l'intelligentsia japonaise, tout à coup, devient l'objet de la société civile. Et ce sont les gens qui ne sont pas nobles, qui se saisissent de cette forme de poésie. Donc, on peut imaginer à l'époque des ouvriers, des ouvrières, peut-être qui travaillent dans les rizières, des ouvriers, des ouvrières qui lavent le linge, et puis d'autres formes d'emploi, où les gens se retrouvent peut-être le soir pour boire, je ne sais pas, un saké dans une sorte de taverne, et ils écrivent de la poésie sur la forme des tankas, de façon collective, avec une pointe d'humour. Alors j'imagine que nous pouvons certainement retrouver quelque chose de satirique envers leurs dirigeants, et puis parfois un petit peu potache, peut-être de temps en temps un petit peu grossier. Nani? Cette forme poétique reprise par la société s'appelle les Haikai Renga. H-A-I K-A-I. Et donc on retrouve Haik, H-A-I K, qu'on va retrouver dans les haïkus. Donc là on est en train de s'approcher déjà de l'origine même des haïkus. Et vous voyez, c'est finalement pas les tankas de la cour, l'art, la subtilité, qui va être plus précisément à l'origine des haïkus, c'est au contraire les poèmes écrits par les gens qui avaient des travaux éloignés de la cour. Et puis les années passent, et donc nous sommes environ au XVIIe siècle, et arrive donc Basho Matsuo, étant reconnu comme le grand maître des haïkus, qui conserve le premier verset de ces Haikai Renga, c'est-à-dire les 3 premiers vers. Le premier 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes, le troisième 5 syllabes, nous l'avons déjà évoqué. Il va retirer les 2 derniers vers, et il va conserver cette notion d'humour qu'avaient intégré donc les gens dans la rue qui écrivaient ces poèmes de façon collective, et il va créer à l'intérieur de ces 3 vers une subtilité. Donc il va restreindre encore l'espace offert par les tankas pour finalement se saisir uniquement de 2 vers pour dire quoi? L'essentiel, et d'un dernier vers pour suggérer le reste. Et donc il essaie de le faire avec une façon un petit peu humoristique. Prenons un exemple. L'arracheur de navets montre la direction avec un navet. Finalement, c'est très simple, c'est un haïku, il décrit ce qu'il est en train de se passer, ce qu'il a observé. Donc vous imaginez un arracheur de navets, il a un navet dans la main puisqu'il est en train de les arracher, quelqu'un lui pose une question et lui il monte la direction et il le fait avec son navet dans la main. Voilà, c'est amusant, c'est simple, on est en l'an 1650, parce que Basho c'est 1644, 1694. Et puis les haïkus ne vont pas s'arrêter là. Yosa Buzon, qui arrive après lui, donc au siècle suivant, il doit naître aux alentours de 1728, Yosa Buzon, il va conserver cette forme de haïku utilisée par Basho. Il va en écrire environ 3000 au cours de sa vie, mais il ne va pas garder cette notion un petit peu d'humour et de subtilité. Il va apporter au contraire quelque chose de beaucoup plus classique, une forme d'impressionnisme. Donc là, on est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus descriptif, il n'y a plus tellement d'humour. Alors prenons un exemple, clair de lune, les lapins de passé sur le lac Suwa. Donc bien sûr, on imagine que c'est la nuit, il y a la lune, à la fois la nuit est noire, mais la lune se reflète sur quoi? Sur le lac. Et si les lapins peuvent passer, c'est que c'est l'hiver, parce que bien sûr le lac est gelé,
On imagine que sur ce miroir un peu lumineux qui est le lac gelé sous la lune, tout à coup apparaissent des ombres avec des grandes oreilles et qui bondissent, et c'est une famille de lapins. Voilà, donc il y a quand même un instant un petit peu méditatif qui nous amène à imaginer la scène, et ça c'est quand même tout l'art des haïkus. Donc vous voyez, il y avait une petite pointe de subtilité potache humoristique dans le poème de Bachot, qui disparaît un petit peu dans celui de Bouzonne, qui est plus contemplatif. Dans les deux cas, nous sommes évidemment invités à la méditation. Après Yusa Bouzonne, arrive un autre grand maître qui s'appelle donc Kobayashi Issa. Kobayashi Issa a écrit plus de 20 000 haïkus. Il était absolument passionné par l'art de la poésie et passionné par les chats. Donc il a écrit énormément de haïkus au sujet des chats et au sujet de bien d'autres animaux, par exemple les grenouilles. Il a apporté un nouvel élément dans les haïkus, c'est-à-dire du romantisme. Et il l'écrira jusqu'en 1800 et quelques. Bien sûr, cette vague de romantisme, on l'a observée aussi dans d'autres endroits du monde, notamment en Europe, en Angleterre, en Allemagne. Donc c'est intéressant de voir ces vagues qui traversent le monde et qui influencent les sociétés, même celles qui communiquaient pas trop, puisque à cette époque-là, le Japon communiquait pas encore intensément avec le monde extérieur. Une autre nouveauté avait été apportée. Je vous ai parlé tout à l'heure d'estampes qui ont été écrites, qui ont été associées dans le Yakunin Ishu. On peut observer que Yusa Bouzonne n'a pas apporté que du classicisme dans le haïku, il a aussi apporté cette notion d'associer un haïku avec une estampe. On appelait ça un haiga, H-A-2.G-A. Donc comme vous le constatez, les haïkus c'est quand même une très longue évolution, et les choses ne sont pas restées figées, et puis ça ne s'est pas arrêté puisqu'est arrivé ensuite Shiki, un des derniers grands maîtres, qui lui est décédé en 1902, mais il a écrit là, évidemment la majorité de ses haïkus, environ 25 000, à la fin des années 1800 bien sûr. Et lui, il a apporté une touche de modernité, contraire à sa poésie. Donc on retrouve un ouvrage qui s'appelle Haïku, une sorte d'anthologie, préfacée par Yves Bonnefoy. Et il y a beaucoup d'haïkus de ces 4 grands maîtres. Ça nous permet vraiment de voir quelles sont les différences et les subtilités entre chacun d'entre eux. Alors quels sont les éléments fondamentaux qu'on a retrouvés dans un haïku? Bon, ce sont ces 3 vers, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. On doit retrouver la plupart du temps un mot de saison ou qui évoque la nature. On appellera cela le kigo. On attend de retrouver également un kireji, K-I-R-E-I-G-I, qui en fait est une césure, une rupture, qui met en évidence une cassure dans la poésie. C'est ce petit temps d'attente entre une partie du poème puis la fin, un petit peu la chute, qui va contenir cette pensée profonde, cette mélancolie, cette conscience de l'environnement autour de nous, éventuellement cet humour, en tout cas cette pensée méditative. D'ailleurs, en français, on la représente par un tiret ou éventuellement une majuscule. Alors bien sûr, il existe quelques haïkus dans lesquels on n'aura pas de mots de saison. On n'aura pas la pluie printanière, le vent automnal, le froid hivernal. Et lorsqu'il n'y a pas de mots évoquant les saisons, eh bien ça ne porte pas le terme de haïku, ça porte le terme de moki. Si au contraire, le sujet de ce petit poème est la faiblesse humaine, et non pas l'environnement, la nature, cela portera le nom de senryu. Finalement, haïku, on n'a pas dit d'où ça venait. En fait, le premier verset des Haika Renga, on appelle ça le Hoku, H-O-2-K-U. Donc, le premier verset des Haikai Renga, ça se dit Haikai no Hoku. Et si on regarde le Haik et le Ku, eh ben ça fait Haïku. Donc, bien sûr, c'est Bachot qui a écrit des Haikai no Hoku, donc les premiers versets des Haikai au tout début, mais c'est pas lui qui a inventé le terme, il est apparu des centaines d'années plus tard dans la société japonaise pour représenter cette nouvelle forme de poésie. On peut se pencher quelques tout petits instants sur les jiseiku, qui sont des poèmes de samouraïs que les samouraïs écrivaient lorsqu'ils allaient mourir, soit parce qu'ils faisaient seppuku, soit parce qu'ils allaient aller à la guerre. Ils ont également 31 syllabes comme en avaient les tanka, contre 17 pour les haïkus. Ce sont souvent des poèmes très profonds, bien sûr, puisque le samouraï, dans sa dernière méditation, écrit en un geste tranchant comme son sabre sa poésie qui sera la quintessence de sa vie et les dernières pensées qui auront de l'importance pour lui au moment où peut-être il va s'éteindre. S'il ne mourait pas, ce jiseiku ne serait pas partagé. Il était interdit d'en écrire si nous n'allions pas mourir ensuite. Et bien sûr, il était interdit d'en écrire si nous n'étions pas nous-mêmes samouraïs. Vous pourrez retrouver d'ailleurs des écrits et un témoignage passionnant dans le roman de Cyril Joly, Le dernier thé de Maître Soho. Les personnes qui écrivent des haïkus, on les appelle des haikistes ou des heijin. Un autre ouvrage absolument passionnant, Heijin japonaise, où vous pourrez retrouver
40 poétesses japonaises de toute époque confondue, notamment Shiyoni qui a vécu dans les années 1700, ça doit être 1702, 1750, sa période. Je vous partage un de ses haïkus. Je buvais à la source, oubliant que je portais du rouge aux lèvres. C'était une nonne bouddhiste qui avait été accompagnée et aidée parce qu'elle avait été repérée pour ses talents justement par un autre maître des haïkus. Elle a fait plein de choses dans sa vie, elle a eu beaucoup de courtisans. Elle a écrit beaucoup de haïkus avec une très grande subtilité. En France, nous dirons simplement que le premier ouvrage écrit par des poètes français sur les haïkus, c'était en 1905. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de personnes se saisissent des haïkus. Vous retrouverez énormément de recueils, très majoritairement écrits par des japonais, bien sûr. Mais je vous encourage à écrire de la poésie vous-même, à tenir un carnet avec des haïkus dont vous aurez l'inspiration en observant l'environnement autour de vous. Peut-être vous pourrez en faire des dessins. Voilà, je vous remercie à nouveau tous beaucoup pour l'attention que vous aurez portée à ce deuxième podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera envie de découvrir les haïkus. Je remercie encore une fois très sincèrement et très chaleureusement cette personne qui est très proche de moi et qui je témoigne ici tout mon amour et qui m'encourageait évidemment à réaliser ce deuxième podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous souhaite de bonnes lectures de haïkus et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.